Bonjour. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un pilier de l'interprétation de l'ECG, le fameux complexe QRS. À première vue, on pourrait croire que c'est juste un pic, une simple ligne qui monte et qui descend, mais en réalité, c'est bien plus que ça. C'est une véritable histoire, celle de la contraction des ventricules, racontée en une fraction de seconde. Savoir lire cette histoire, c'est une compétence absolument clé en clinique. La vraie question, c'est donc celle-ci. Qu'est-ce que ce complexe QRS nous raconte au fond? Parce que derrière cette forme d'onde, parfois un peu étrange, se cachent des indices diagnostiques absolument cruciaux. L'idée, c'est qu'ensemble, on apprenne à décoder ces indices pour transformer un simple tracé en un diagnostic cohérent. Allez, on commence par le commencement, la base. Avant de chercher les anomalies, il faut maîtriser à la perfection le QRS normal. C'est notre plan de référence, notre étalon. Une fois qu'on a ça bien en tête, tout le reste devient beaucoup plus simple. Bon, concrètement, le complexe QRS, c'est quoi? C'est la signature électrique de la dépolarisation des ventricules. Et sa forme, mais surtout sa durée, elle dépend entièrement de l'efficacité d'une sorte d'autoroute électrique interne au cœur, le système de His-Purkinje. Quand tout va bien, l'influx passe à toute vitesse, la dépolarisation est super rapide, et hop, ça nous donne un QRS bien fin. C'est vraiment le concept fondamental à retenir. Alors, pour dire qu'un QRS est normal, ou plus techniquement qu'il est d'origine supraventriculaire, il faut cocher 3 cases. Premièrement, l'impulsion doit bien être au-dessus des ventricules, logique. Deuxièmement, le QRS doit être étroit. C'est la preuve que l'influx a bien pris l'autoroute de His-Purkinje. Et troisièmement, il ne doit pas y avoir de préexcitation. Ça nous confirme que l'influx n'a pas pris de raccourci pour contourner le passage obligé du nœud auriculo-ventriculaire. Bien, maintenant qu'on a les bases, passons à la première grande famille d'anomalies. Si on imagine le système de conduction comme une autoroute à 2 voies, que se passe-t-il quand l'une des voies est complètement bloquée? Eh bien, c'est exactement ça, un bloc de branches. Et là, on touche au cœur du problème. En temps normal, l'influx file sur la voie rapide. Mais en cas de bloc, il est obligé de quitter l'autoroute et de prendre les petites routes de campagne, en passant lentement de cellule musculaire à cellule musculaire. C'est ce qu'on appelle la conduction de proche en proche. Et cette lenteur, c'est la raison pour laquelle le QRS s'élargit. C'est aussi simple que ça. Le chiffre magique à retenir, c'est celui-là, 0,12 secondes. Si un QRS dure plus de 0,12 secondes, c'est-à-dire plus de 3 petits carrés sur le papier ECG, c'est le signe d'un bloc de branche complet. C'est un critère direct, mesurable, indiscutable. Ok, décortiquons un peu la mécanique. Dans un bloc de branche droit, comment ça se passe? L'activation commence normalement, le septum est activé de la gauche vers la droite, puis le ventricule gauche se dépolarise sans problème. Mais comme la branche droite est coupée, l'influx est coincé. Pour atteindre le ventricule droit, il doit faire un détour par le muscle, ce qui prend du temps. Ça crée une activation très tardive et donc un grand vecteur électrique final qui pointe vers la droite et vers l'avant. Et ce vecteur tardif, on le voit très bien sur l'ECG. En dérivation V1, qui est placé juste en face du ventricule droit, ce retard se traduit par un aspect très caractéristique en RSR. On appelle ça les oreilles de lapin ou un aspect en M. Quand on voit ça en V1, c'est quasi certain, c'est un bloc de branche droit. Maintenant, pour le bloc de branche gauche, c'est une autre histoire. Là, le tout début de l'activation est anormal. Le septum se dépolarise à l'envers, de droite à gauche. Mais surtout, c'est l'énorme masse du ventricule gauche qui doit être activée lentement, de proche en proche. Imaginez le temps que ça prend. Ça génère un vecteur électrique énorme, très large, qui domine tout le QRS et qui pointe vers la gauche. Comment ça se traduit sur le tracé? Eh bien, dans les dérivations qui regardent le cœur par la gauche, comme V6 ou D1, la petite onde Q normale du début disparaît. À la place, on voit une immense onde R, très large, souvent un peu déformée, crochetée. C'est l'image même de cette dépolarisation lente et laborieuse du ventricule gauche. Parfait, passons à notre deuxième grande déviation. Si le bloc de branche c'était une autoroute bloquée, l'hypertrophie ventriculaire, on peut la voir comme un moteur qui serait devenu trop gros, surchargé. Le problème ici, ce n'est plus la vitesse de conduction, mais la quantité de muscles à dépolariser. Voyons voir l'impact que ça a sur le signal. Le principe de base est vraiment intuitif. Plus il y a de muscles, plus il faut un courant électrique puissant pour l'activer entièrement. Et un courant plus puissant, ça se traduit tout simplement sur l'ECG par des ondes plus grandes, plus amples. Donc l'hypertrophie, c'est un épaississement du muscle du cœur. Et son effet principal sur le QRS, ce n'est pas sa durée, comme pour les blocs, mais bien son amplitude. C'est la hauteur des pics qui va changer. Pour rendre ça objectif, surtout pour l'hypertrophie ventriculaire gauche qui est très fréquente, on utilise des indices chiffrés. Le plus célèbre, c'est l'indice de Sokolow-Lyon. C'est simple. On prend la profondeur de l'onde S en V1, on y ajoute la hauteur de l'onde R en V5 ou V6, et si le total dépasse 35 mm, ça sent très fort l'HVG. Pour le ventricule droit, c'est un peu différent. En cas d'hypertrophie droite, l'axe électrique du cœur va basculer vers la droite. Et en V1, on va voir quelque chose d'anormal.
L'onde R va devenir très grande, plus grande que l'onde S. C'est le reflet électrique de la dominance du ventricule droit. On arrive à notre dernière grande catégorie. Jusqu'à maintenant, l'impulsion électrique partait toujours du bon endroit, d'en haut. Mais qu'est-ce qui se passe si un signal pirate naît directement au milieu des ventricules, à partir d'un foyer qui n'a rien à faire là? L'exemple typique, c'est l'extrasystole ventriculaire, les SV. C'est un battement qui arrive en avance de manière prématurée et qui démarre directement dans le muscle ventriculaire, en court-circuitant tout le système de conduction normal. Et là, la boucle est bouclée. Pourquoi le QRS d'une ESV est-il toujours large et d'aspect bizarre? Pour la même raison qu'un bloc de branche. Parce que ce signal pirate, il naît en plein dans le myocarde, donc il est obligé de se propager lentement de proche en proche sans pouvoir utiliser l'autoroute de His-Purkinje. On en revient toujours au même principe, la voie de conduction détermine la largeur du QRS. Alors, pour repérer une ESV, il faut chercher plusieurs choses. Un QRS qui arrive trop tôt, qui est large, plus de 0,12 secondes, et qui a une forme étrange. Juste avant, il n'y a pas d'onde P normale, et très souvent, juste après, il y a un long silence, une pause, avant que le rythme normal ne reprenne ses droits. Bon, il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle. On a vu les 3 grands types d'anomalies du QRS, les problèmes de conduction, l'augmentation de la masse du muscle et les signaux qui partent du mauvais endroit. Analyser ces 3 aspects, ça nous donne une grille de lecture super puissante. Ce tableau résume tout parfaitement. La durée du QRS, c'est l'indicateur de vitesse. Si elle est allongée, ça veut dire que la conduction est lente, on pense bloc de branche ou SV. L'amplitude, elle, nous parle de la masse du muscle. Des ondes trop grandes, on pense hypertrophie. Et enfin, la morphologie, la forme même des ondes, elle nous raconte le chemin précis emprunté par l'influx. Chaque paramètre est une pièce de l'histoire. Finalement, on peut vraiment voir les choses comme ça. Le QRS, ce n'est pas juste un signal électrique abstrait, c'est le récit hyper condensé de la vie de chaque contraction des ventricules. En analysant systématiquement sa durée, son amplitude et sa morphologie, on a maintenant les clés pour décrypter ce récit. Alors la prochaine fois qu'un ECG se retrouvera sur le bureau, la question ne sera plus simplement « qu'est-ce que je vois ?», mais bien quelle histoire ce cœur est-il en train de me raconter ?